Imaginez la solitude, le silence d'un appartement où ne vivent plus que les souvenirs. Maintenant, imaginez ce silence brisé chaque nuit par la haine et le mépris. C'est le quotidien de Pierre, un homme de 80 ans que ses voisins tentent de détruire. La police refuse de l'écouter, le considérant comme un vieillard qui perd la tête. Mais ils ignorent une chose, ce vieil homme fragile est le père d'un héros, et le passé est sur le point de ressurgir de la plus spectaculaire des manières. Dans son vieil immeuble du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, Pierre Dubois vivait entouré des fantômes de son bonheur. Chaque objet racontait une histoire avec sa femme Nathalie, partie bien trop tôt. Chaque mur était imprégné du souvenir de leur fils unique, Serge, leur fierté, leur soleil. Serge était militaire, un officier brillant mort en héros pour la France lors d'une opération au Sahel. 20 ans avaient passé, mais la douleur, elle, était intacte. Pierre était un ancien professeur d'histoire, un homme digne et discret, mais sa retraite paisible avait été pulvérisée par l'arrivée de ses nouveaux voisins, Chloé, une jeune femme au regard dur, et son petit ami Alex. Leurs fêtes incessantes, leur musique assourdissante et leur mépris affiché n'étaient que le début d'un harcèlement cruel et méthodique. Une fois de plus, les murs tremblaient. La basse de la musique électronique martelait le plancher, les éclats de rire gras et les bruits de verres brisés traversèrent la cloison comme si elle n'existait pas. Il était 2 heures du matin. Pierre était assis, sur le bord de son lit, le corps parcouru de tremblements. Sa main se crispa sur sa poitrine, là où son cœur battait de manière erratique. Il sentait la sueur perler sur son front. Ce n'était plus de la simple nuisance, c'était une torture. Avec une lenteur infinie, il se leva, enfila une vieille robe de chambre en laine et s'appuya sur sa canne. Chaque pas vers la porte était un effort. Dehors, sur le palier, l'odeur d'alcool et de cigarette était suffocante. Il prit une inspiration tremblante et appuya sur la sonnette de ses voisins. La porte s'entr'ouvrit brusquement, révélant le visage fardé de Chloé. Ses yeux brillaient d'un éclat mauvais. « Qu'est-ce que tu veux, le vieux ?» lança-t-elle sans même un semblant de politesse. La musique hurlait derrière elle. « Chloé, s'il vous plaît, il est très tard, » commença Pierre, sa voix faible et rauque. « Je suis un homme âgé, j'ai besoin de me reposer. » Chloé éclata d'un rire strident. « Alex, viens voir, papy Pierre n'arrive pas à dormir. » Un homme massif, le torse nu et tatoué, apparut dans l'encadrement de la porte, un verre à la main. « T'as un problème, papy ?» gronda Alex en s'approchant. « Peut-être qu'un petit somnifère t'aiderait, ou un dernier verre, pour la route. » Il ricana, et Chloé lui emboîta le pas. La porte se referma violemment au nez de Pierre, le laissant seul dans le couloir avec le bruit assourdissant et le sentiment cuisant de l'humiliation. De retour dans son appartement, Pierre verrouilla la porte et s'adossa contre elle, le souffle court. Le sentiment d'impuissance était une bile amère qui lui remontait dans la gorge. Il se traîna jusqu'à la cuisine, les mains tremblantes, et avala un de ses cachets pour le cœur avec un verre d'eau. Il s'assit dans son vieux fauteuil en velours, celui où Nathalie aimait lire. Le silence relatif de son salon contrastait avec le vacarme qui filtrait toujours à travers les murs. Cet appartement avait été son sanctuaire, un musée de sa vie, de son amour. Aujourd'hui, il se sentait comme une forteresse assiégée, et il était seul pour la défendre. Il ferma les yeux, essayant de se concentrer sur le tic-tac familier de la vieille horloge comtoise, un son qui d'habitude le berçait, mais qui ce soir était noyé par la violence du monde extérieur. Incapable de trouver le sommeil, son esprit dériva vers des jours plus heureux. Il revit le visage souriant de Nathalie, la douceur de sa main quand elle la posait sur son front pour apaiser ses angoisses. « Ne t'en fais pas, mon Pierre, » lui disait-elle de sa voix chantante. « Tout finit par s'arranger. » Elle avait ce don de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Il se souvenait de leurs longues promenades le long des quais de Saône, de l'odeur des marrons chauds en hiver. Depuis son départ, la vie avait perdu ses couleurs. Il lui parlait souvent, à voix basse, devant sa photo posée sur la commode. « Ah, si tu étais là, ma Nathalie, tu saurais quoi faire, tu saurais leur parler. » Mais la photo restait silencieuse et le vide dans l'appartement semblait immense, infini, rempli uniquement par le bruit haineux de ses voisins.
Ce n'était pas la première fois qu'il tentait d'agir. Il y a quelques semaines, à bout de nerfs, il avait appelé la police. 2 jeunes gardiens de la paix étaient venus. Chloé leur avait ouvert, jouant la comédie de la jeune femme innocente, dérangée en pleine soirée calme par un voisin acariâtre. Elle les avait charmés avec un grand sourire, leur offrant même un café. « C'est ce monsieur, il se plaint tout le temps », avait-elle soupiré d'un air navré. « Je pense qu'il est un peu seul. Vous comprenez ?» Les policiers avaient jeté un regard suspicieux à Pierre, lui conseillant d'arrêter de saturer les lignes d'urgence pour des histoires de voisinage. Ils étaient repartis en lui laissant un avertissement. Cette nuit-là, la musique avait été encore plus forte, comme un trophée, une célébration de leur victoire sur lui. Le harcèlement avait pris des formes plus insidieuses. Le matin, il retrouvait des mégots de cigarettes écrasés sur son paillasson. Parfois, un déchet était accidentellement renversé devant sa porte. Il en avait parlé au syndic de copropriété, un homme pressé qui gérait des dizaines d'immeubles et qui avait à peine levé les yeux de son ordinateur. « Réglez ça entre vous, monsieur Dubois, je ne suis pas médiateur. » L'isolement était total. Les autres voisins de l'étage n'étaient plus là. Un appartement était vide, en vente depuis des mois, et l'autre avait été racheté par un ami d'Alex, complice silencieux de leur manège. Pierre se sentait pris au piège. Un vieil arbre solitaire au milieu d'une tempête qu'il ne pouvait plus affronter. Chaque jour était une nouvelle épreuve d'endurance. Dans son fauteuil, une image de Serge adolescent s'imposa à son esprit. Un garçon plein de vie, les yeux brillants d'ambition. Il avait toujours été fasciné par les récits de son grand-père, le père de Pierre, un jeune lieutenant qui s'était battu pendant la Seconde Guerre mondiale. Serge voulait suivre ses traces, servir son pays. « Je serai officier, papa », avait-il déclaré un soir à table, avec une détermination qui ne laissait place à aucune discussion. Pierre avait ressenti une immense fierté, mais il avait vu la peur dans les yeux de Nathalie. Elle avait toujours su que l'uniforme portait en lui la promesse de la gloire, mais aussi l'ombre du sacrifice. Ce soir-là, en regardant son fils si résolu, Pierre avait senti un frisson le parcourir, un mélange de fierté paternelle et d'une prémonition glaciale. La détermination de Serge était sans faille. Il avait échoué de peu au concours d'entrée de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr la première fois. Loin de se décourager, il s'était engagé pour son service militaire obligatoire, travaillant sans relâche, s'entraînant plus dur que n'importe qui. 1 an plus tard, il retentait le concours et était admis. Pierre se souvenait de la fête qu'ils avaient organisée. La maison était remplie d'amis, de rires. Serge, resplendissant dans son premier uniforme, semblait invincible. Nathalie souriait, mais son étreinte était un peu trop forte, un peu trop longue. Elle essayait de graver ce moment dans sa mémoire, comme si elle savait déjà qu'il faudrait s'y accrocher un jour. La fierté de Pierre était immense, mais sous la surface, l'inquiétude de son épouse déteignait sur lui. Puis, quelques années après sa sortie de l'école, la nouvelle était tombée. Le régiment de Serge était déployé au Sahel dans le cadre d'une opération antiterroriste. Les adieux à la gare de Lyon-Pardieu avaient été brefs et déchirants. Serge, déjà lieutenant, arborait un calme professionnel qui contrastait avec les larmes silencieuses de sa mère. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mission, je serai prudent », avait-il promis, avec ce sourire rassurant qu'il gardait pour eux. Il l'avait regardé monter dans le train, un jeune homme droit et fort, marchant vers son destin. Les mois qui suivirent furent une torture. Chaque soir, il regardait le journal télévisé, le cœur serré, guettant la moindre information sur cette guerre lointaine et abstraite où se jouait la vie de leur fils. Les lettres de Serge étaient rares, courtes, toujours rassurantes. « Tout va bien, le moral est bon, ne vous en faites pas pour moi. » Puis le silence. 1 mois, 2 mois, 6 mois sans la moindre nouvelle. L'angoisse était devenue une compagne de chaque instant. Pierre s'était rendu plusieurs fois à la base militaire la plus proche pour obtenir des informations. Il se heurtait à chaque fois à un mur de bureaucratie. « Nous n'avons pas d'informations à vous communiquer, monsieur. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles », lui répétait un officier au visage impassible.
mais Pierre savait que ce dicton était un mensonge pour rassurer les familles. Dans une zone de guerre, l'absence de nouvelles n'était jamais un bon présage. L'attente était une lame de fond qui érodait lentement leur espoir. Un après-midi de printemps, la sonnette retentit. Nathalie ouvrit la porte. Sur le palier se tenaient 2 militaires en tenue d'apparat. Leurs visages étaient graves, leurs regards fuyants. Pierre comprit immédiatement. Le temps sembla s'arrêter. L'un des officiers prit la parole d'une voix monocorde, récitant une formule apprise par cœur. Le lieutenant Serge Dubois est mort pour la France, au cours d'une opération. Les mots suivants se perdirent dans un bourdonnement assourdissant. Pierre ne vit que le visage de Nathalie se décomposer, son cri étranglé, et son corps s'effondrer dans ses bras. Leur monde venait de basculer dans un abîme de douleur. Leur fils unique, leur fierté, leur avenir n'étaient plus qu'un nom sur un document officiel, un héros anonyme pour la nation, mais tout pour eux. Le deuil de Serge emporta Nathalie avec lui. Elle déclina à une vitesse foudroyante, comme une fleur privée de soleil. Le médecin parlait de « syndrome du cœur brisé », un mal poétique pour une réalité d'une brutalité inouïe. Son cœur de mère n'avait pas supporté la perte de son enfant. Pierre l'enterra quelques mois plus tard, par une journée grise et pluvieuse. Il se tenait seul devant la tombe, le regard vide. Il leva les yeux au ciel et vit une volée d'oiseaux migrateurs traverser les nuages, un V parfait s'éloignant vers le sud. Dans son esprit endolori, il s'imagina que c'étaient les âmes de Nathalie et de Serge, partant ensemble pour leur dernier voyage. Depuis ce jour, plus de 20 ans s'étaient écoulés, mais Pierre restait cet homme seul sur le quai, regardant partir tout ce qu'il avait aimé. Revenant au présent, un autre souvenir, plus trouble, refit surface. Il se rappela de Catherine, la mère de Chloé. Avant son mariage, elle et Serge avaient été très proches. Pierre les avait souvent vus depuis sa fenêtre se promenant dans le parc voisin, riant avec une complicité évidente. Il se souvenait que Serge rentrait parfois tard, le sourire aux lèvres. Nathalie et lui avaient même pensé qu'ils finiraient par se marier. Et puis, brutalement, Catherine avait épousé un homme d'affaires et avait rapidement donné naissance à Chloé. Nathalie, avec son intuition maternelle, avait été frappée par la ressemblance du bébé avec leur fils. Un jour, elle avait doucement demandé à Catherine si la petite n'était pas la fille de Serge. La réaction de Catherine avait été d'une violence inouïe. Catherine avait hurlé, accusant Nathalie de vouloir salir sa réputation, de raconter des horreurs. La querelle avait été si violente qu'elle avait brisé des années de bon voisinage. À partir de ce jour, elle ne s'était plus jamais adressé la parole. Catherine avait même ostensiblement ignoré la famille Dubois lors de l'enterrement de Nathalie. Puis, il y a 2 ans, le destin avait frappé de nouveau. Catherine et son mari s'étaient tués dans un accident de voiture, laissant Chloé seule. La jeune femme, loin d'apaiser les tensions, avait hérité de l'animosité de sa mère, la transformant en une haine active et cruelle. C'était comme si elle cherchait à faire payer à Pierre un crime dont il ignorait tout. La nuit s'étirait, lourde et oppressante. Vers 3 heures du matin, alors qu'un calme précaire s'était installé, un coup violent retentit à sa porte. C'était Chloé, visiblement ivre, qui s'appuyait contre le chambranle. « Eh Pierre, t'aurais pas un tire-bouchon, on a cassé le nôtre » articula-t-elle difficilement. Pierre sentit une colère froide monter en lui. « Non, je n'en ai pas, » répondit-il à travers la porte. « Allez vous coucher, sinon cette fois j'appelle vraiment la police et je ne lâcherai rien. » Chloé partit d'un rire méprisant. « Ouh, j'ai peur. On sait comment ça se termine tes appels à la police, papy. » Elle frappa de nouveau la porte plus fort comme pour le narguer. À bout, Pierre ouvrit brusquement la porte. « Mais pourquoi ?» cria-t-il, sa voix tremblante de rage et de désespoir. « Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Chloé le dévisagea, son sourire d'ivrogne se transformant en un rictus haineux. « Ce que ça me fait? Du plaisir ?» siffla-t-elle en se penchant vers lui. « Tu veux la vérité, le vieux? Je veux juste de l'espace. Je veux agrandir mon appart. Alex a déjà racheté le logement d'à côté. Il ne reste plus que le tien. Alors dis-moi, quand est-ce que tu vas enfin crever ?» Le choc fut si brutal que Pierre recula, le souffle coupé.
Ce n'était pas juste de la méchanceté gratuite, c'était un plan macabre pour s'approprier son foyer, ses souvenirs, sa vie. La révélation de Chloé le laissa anéanti. Il passa le reste de la nuit dans son fauteuil, le regard fixe, ressassant ses paroles ignobles. Ils attendaient en sa mort. Pire, ils essayaient de la provoquer. Au lever du jour, une nouvelle résolution s'était formée en lui. La peur avait fait place à une détermination glaciale. Fini la patience, fini les plaintes timides. Il n'allait pas se laisser faire. Il se leva, fit sa toilette avec un soin méticuleux et enfila son plus beau costume, celui qu'il portait pour les grandes occasions. Il voulait avoir l'air digne, respectable. Il n'était pas un vieillard sénile, il était Pierre Dubois, et aujourd'hui on allait l'écouter. Il prit sa canne, son portefeuille contenant ses papiers et une photo de Serge, et sortit de l'appartement avec la démarche d'un homme qui part au combat. Le commissariat de quartier était un bâtiment gris et impersonnel. L'odeur de désinfectant et de café froid flottait dans l'air. Derrière un comptoir en plexiglas, un jeune policier bâillait devant son écran. Pierre s'approcha. « Bonjour, je viens déposer une plainte pour harcèlement et menaces, » dit-il d'une voix ferme. Le policier leva à peine les yeux. « C'est à quel sujet ?» Alors que Pierre commençait à expliquer, un autre policier, plus âgé, l'interrompit. C'était l'un de ceux qui étaient venus chez lui. « Ah, c'est encore vous, monsieur Dubois. On vous a déjà dit que… » Pierre le coupa net. « Je sais ce que vous m'avez dit. Et aujourd'hui, je ne partirai pas sans avoir déposé une plainte en bonne et due forme. » Le ton de sa voix, chargé d'une autorité nouvelle, surprit les deux agents. Devant son insistance, le jeune policier soupira et lui tendit un formulaire. « Remplissez ça. » Pierre s'installa à une petite table, sortit ses lunettes et commença à écrire. Sa main tremblait légèrement, mais son écriture restait appliquée, celle d'un homme qui a passé sa vie à enseigner. Il détailla tout, le bruit, les insultes, les dégradations, et surtout la terrible confession de Chloé sur le seuil de sa porte. Chaque mot était pesé, précis. Il n'exagérait rien, il ne faisait que rapporter les faits, la vérité crue et sordide de son calvaire quotidien. Autour de lui, l'activité du commissariat continuait, indifférente. Il se sentait comme un îlot de détresse dans un océan de bureaucratie. Pendant qu'il écrivait, le policier plus âgé s'approcha de son collègue au comptoir. « Fais pas trop attention, » murmura-t-il assez fort pour que Pierre puisse l'entendre. « C'est le petit vieux du 3e de la rue des Carmélites, complètement parano. Il invente des histoires sur ses voisins. Laisse-le écrire, ça va l'occuper. » Le jeune hocha la tête, un petit sourire entendu aux lèvres. Pierre sentit la colère et l'humiliation le submerger, mais il serra les dents et continua d'écrire. Une fois le formulaire rempli, il le tendit au jeune agent. « Voilà, j'attends une réponse, » déclara-t-il. « Oui, oui, on vous tiendra au courant, » répondit le policier d'un ton faussement compatissant. Dès que Pierre eut le dos tourné, le jeune agent froissa la plainte en une boule de papier et la jeta dans la corbeille sous son bureau. Une semaine s'écoula, une semaine de silence absolu de la part de la police, mais pas des voisins. Leur nuisance continuait, plus discrète peut-être, mais toujours présente. Pierre appela le commissariat. Un autre agent lui répondit. « Votre plainte ? Ah oui, monsieur Dubois. Le dossier est en cours de traitement, un inspecteur s'en occupe. On vous rappellera. » Le ton était mécanique, le mensonge évident. Pierre raccrocha, le cœur lourd. Il avait joué sa dernière carte et il avait perdu. Le système l'avait rejeté, le laissant seul face à ses tortionnaires. Le découragement commença à le ronger, plus insidieux encore que la colère. Cette nuit-là, le harcèlement franchit un nouveau cap. Il n'y eut pas de musique, pas de cris, juste un murmure, un chuchotement qui se glissait sous sa porte. « Pierre, le cimetière t'attend, dépêche-toi le vieux !» C'était la voix de Chloé, déformée, sifflante. Pierre se redressa dans son lit, le sang glacé dans les veines. C'était une torture psychologique pure. Il se leva, alla coller son oreille contre la porte. Le chuchotement reprit, accompagné d'un petit rire. Il resta là, pétrifié, jusqu'à l'aube, écoutant le silence, redoutant chaque craquement du parquet. Il ne pouvait plus vivre comme ça, il ne le voulait plus. Le lendemain matin, épuisé mais animé par une énergie du désespoir,
Il retourna au commissariat. Il arriva en plein milieu du briefing matinal. Des officiers en uniforme, des inspecteurs en civil allaient et venaient, l'air affairé. Il tenta d'interpeller l'un d'eux, puis un autre. Tous l'esquivèrent avec une excuse rapide, un geste vague de la main. Il était invisible, un fantôme importun dans leur monde bien organisé. Finalement, il se planta de nouveau devant le comptoir de l'accueil, où se tenait le même jeune policier que la dernière fois. L'agent leva les yeux au ciel en le reconnaissant. « Cesse. Non mais ça suffit, papy !» s'exclama le jeune policier, perdant patience. « On vous a dit qu'on s'en occupait. Rentrez chez vous maintenant. Vous nous faites perdre notre temps. » Mais, cette fois, Pierre ne bougea pas. « Non, » dit-il d'une voix forte et claire qui fit se retourner plusieurs têtes. « Je ne bougerai pas. Votre collègue a jeté ma plainte à la poubelle devant moi. Vous me mentez depuis le début. Cette nuit, on m'a menacé de mort à ma propre porte. Je veux voir votre supérieur. Immédiatement. » Son éclat de voix, sa posture droite malgré sa fragilité, créèrent un flottement dans le hall. Il n'était plus une victime suppliante, mais un citoyen en colère réclamant justice. Soudain, une douleur aiguë lui transperça la poitrine, une étreinte de fer. Sa vision se brouilla. Il porta la main à son cœur et haleta, cherchant de l'air. Sa canne tomba sur le carrelage avec un bruit sec. Le jeune policier, effrayé, se précipita vers lui, rejoint par deux autres collègues. « Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? »« Asseyez-vous, vite, on appelle le SAMU. » Pierre secoua la tête. « Non, pas la peine. » Mais caché, d'une main tremblante, il fouilla dans la poche intérieure de sa veste, cherchant son vieux portefeuille en cuir. Ses doigts gourds peinaient à l'ouvrir. L'urgence de la situation avait fait taire toutes les moqueries. En sortant la plaquette de pilules de son portefeuille, un petit carton rectangulaire glissa et tomba sur le sol. C'était une vieille photo, aux couleurs passées. Elle voléteilla un instant avant de se poser, face visible, au pied d'un homme en costume qui venait de sortir d'un bureau, attiré par l'agitation. C'était le commissaire de police, Luc Girard. Machinalement, il se pencha pour ramasser la photo et la tendre au vieil homme. Mais son regard se figea sur le cliché. Il s'arrêta net, la main à mi-chemin. Le temps sembla se suspendre dans le hall du commissariat. Tous les regards étaient tournés vers lui. Le visage du commissaire Girard devint livide, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Sur la photo, un jeune homme en uniforme de lieutenant de l'armée de terre souriait à l'objectif. Il avait un regard franc, direct, plein de promesses. Le commissaire fixa la photo, puis releva lentement les yeux vers le visage de Pierre. La ressemblance était frappante. « Qui est cet homme pour vous ?» demanda le commissaire d'une voix étranglée, à peine un murmure. « C'est mon fils, » répondit Pierre qui avait réussi à avaler son cachet. « C'est Serge. » Le commissaire chancela, comme s'il venait de recevoir un coup. « Serge, mon lieutenant. » Un flash. Brutal, assourdissant. Le commissaire n'était plus à Lyon. Il avait 19 ans, et il était dans le désert aride du Sahel. La poussière, l'odeur de la poudre, les cris, une embuscade, le sifflement des balles, et puis le silence, assourdissant, quand une grenade atterrit au milieu de leur groupe. La panique, la certitude de la mort, et soudain, une silhouette qui se jette en avant, le lieutenant Serge Dubois. Un dernier regard, un cri. « À terre !» Il s'était jeté sur l'engin explosif, son corps absorbant le souffle de la déflagration. Il avait sacrifié sa vie pour sauver les 10 jeunes soldats de sa section. 10 jeunes hommes, dont le soldat de première classe Luc Girard. Le souvenir s'évanouit, le laissant tremblant, la photo de Serge serrée dans sa main. Il revoyait le visage de son sauveur, ce héros à qui il devait chaque jour de sa vie depuis 20 ans. Et devant lui se tenait son père, un père qu'il avait laissé humilié par ses propres hommes. La honte le submergea brûlante. Il se redressa, son visage une expression de respect et de remords infini. Il aida Pierre à se relever avec une précaution infinie, comme s'il touchait une relique sacrée. « Monsieur Dubois, » dit-il d'une voix chargée d'émotion, « s'il vous plaît, venez dans mon bureau, nous allons régler cela, je vous le jure sur la mémoire de votre fils. » Le commissaire Girard guida Pierre à travers le hall, son bras protecteur autour des épaules du vieil homme. Un silence de mort s'était abattu
sur le commissariat. Les policiers qui, quelques minutes auparavant, se moquaient du « vieux fou » se tenaient maintenant figés, le regard baissé, comprenant l'énormité de leur erreur. Ils n'avaient ni pas vu un citoyen en détresse, ils n'avaient vu qu'un vieillard, et ce vieillard était le père de l'homme qui avait sauvé leur chef. La porte du bureau du commissaire se referma, laissant derrière elle une équipe en état de choc, confrontée à sa propre faillite. Pour la première fois depuis des mois, Pierre n'était plus seul. Quelqu'un allait enfin l'écouter. Dans le bureau, Pierre raconta tout. Le commissaire l'écouta, le visage grave, puis il passa des ordres clairs et précis. L'enquête fut menée avec une célérité foudroyante. Une surveillance fut mise en place. Chloé et Alex, se croyant intouchables, furent enregistrés en train de menacer et de se vanter de leurs plans. Confrontés aux preuves, au commissariat, ils avouèrent. C'est alors que Chloé, en larmes, livra son terrible secret. Sa mère, juste avant de mourir, lui avait avoué que son vrai père était Serge Dubois. Sa haine pour Pierre était un mélange tordu de chagrin, de colère et de cupidité. Elle se sentait héritière et voulait prendre ce qu'elle estimait être son dû. Pierre était anéanti. Il avait une petite fille qui avait tout fait pour le détruire. L'affaire fut classée avec un avertissement sévère pour le couple, mais le mal était fait. Chloé et Alex se séparèrent. Elle ne croisa plus jamais le regard de son grand-père. Pierre, le cœur brisé, légua son appartement à un jeune couple d'enseignants qui venaient d'emménager dans l'immeuble, des gens simples et bons. Il ne laissa à Chloé qu'une seule chose, la photo de Serge, avec ses médailles, et un mot, « Voici ton père. C'était un homme bien. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager vos réflexions dans les commentaires. Et vous, que pensez-vous de la décision finale de Pierre? Auriez-vous fait la même chose à sa place?